chacune et chacun. Au nom des panélistes, je salue les participants à cette rencontre. Nous sommes une cinquantaine d'inscrits, une vingtaine de participants pour le moment. On va peut-être laisser encore 1 ou 2 minutes, mais je salue déjà la Viennoise, l'homme de Poitiers, salut France, et bienvenue à chacune et chacun là où vous êtes. Peut-être attendre encore 1 minute, mais on va peut-être y aller maintenant. Pénaliser ceux qui sont inscrits. Et bonjour à notre ami Aboubakari Silla de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Donc, au nom du think tank pour la solidarité et du think tank Labo de l'ESS, je vous dis bonjour. Nous sommes réunis ce jour pour parler de citoyenneté européenne, de démocratie participative, à l'occasion de la présentation des conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je disais aux autres panélistes que Emmanuel Macron, président de la République française, vient de m'appeler pour me dire qu'il terminait son intervention à Strasbourg, au Parlement européen, où il parlait il y a quelques instants de démocratie participative, de citoyenneté, d'enjeux citoyens. Il nous laisse la liberté de parler de manière plus fondamentale de cet enjeu qui nous concerne chacune et chacun là où nous sommes, la place des citoyennes et des citoyens dans cet avenir de l'Europe. Pour parler de ce sujet, nous sommes 3. Je vais commencer par Rémi Le Turc. Rémi, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants? Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Super, merci beaucoup Denis. Bonjour Denis, bonjour Marie. Du coup, je m'appelle Rémi Le Turc, je suis consultant en affaires publiques au sein d'un cabinet parisien et je suis en parallèle l'actualité européenne pour le compte du think tank pour la solidarité. Voilà, et tu ne dis pas que tu es l'auteur d'un dossier extrêmement intéressant sur la démocratie sous le fil du rasoir, consacré au développement de cette conférence sur l'avenir de l'Europe et bien sûr auteur d'autres études pour la solidarité, notamment sur le rôle du médiateur, de la médiatrice européenne. Je ne peux qu'inviter nos participants à aller lire ces études. Merci Rémi. Marie Vernier. Bonjour à toutes et tous, Marie Vernier, donc je suis déléguée générale du think tank dédié à l'économie sociale et solidaire, le labo de l'ESS à Paris et qui traite aussi de questions européennes, entre autres avec PLS. Merci de votre invitation. Bien, voilà cette présentation. Donc l'enjeu de la citoyenneté pour la solidarité travaille sur cette question de la démocratie participative depuis quasiment une quinzaine d'années. Nous existons depuis 19 ans. On va fêter à la fin d'année le 20e anniversaire. Mais depuis quasiment le début, nous travaillons sur l'enjeu de la démocratie participative à travers de projets européens avec des acteurs de différents pays notamment Mission Publique. Et Mission Publique est le cabinet qui s'est occupé de réunir et de faire travailler les citoyennes et citoyens européens dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Ils ne sont pas avec nous ce matin puisqu'ils sont à Strasbourg pour présenter les conclusions. Travailler aussi avec la European House de Budapest. Ils sont inscrits, je ne sais pas s'ils sont déjà présents. Tout à l'heure, on pourra leur passer la parole. Une très belle structure travaillant sur la citoyenneté européenne, notamment au travers de Budapest en Hongrie. Voilà, alors l'enjeu de cette démocratie participative,
elle a été relancée au travers de ce choix, cette décision de créer cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc, un moment important pour l'Europe, pour la citoyenneté. Et donc, je vais demander à Rémi Le Turc de présenter cette conférence au travers des propos. Ah ben voilà, et il y a Emeche Barabas, notre ami de Budapest. Bienvenue Emeche, tu représentes la European House, avec qui nous avons fait plusieurs projets européens en matière de citoyenneté. Vous êtes un acteur que tout à l'heure, je t'invite à présenter, mais on va d'abord donner la parole à Rémi Le Turc. Rémi, tu as la parole. Super. Effectivement, Denis, je suis l'auteur de la note « La démocratie sur le fil de rasoir » qui vise à expliquer la façon dont la conférence sur l'avenir de l'Europe a été construite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de cette note, elle naît il y a environ un an, le 9 mai 2021. C'est le jour de la fête de l'Europe, comme chaque année. S'ouvre à Strasbourg la conférence avec un grand événement en ligne, Covid oblige, au cours duquel les dirigeants des différentes institutions et même le président Macron prennent la parole pour dire que c'est très important l'Europe, que c'est un beau projet, qu'il faut impliquer davantage les citoyens et que ça doit, que l'objectif, in fine, c'est de rendre l'Europe plus démocratique. Sauf qu'au moment de cet événement, la question que se posent un certain nombre de commentateurs, c'est très bien, on va donner la parole aux citoyens. Peut-être qu'on pourrait commencer dès maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir en entendre quelques-uns? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer? Et ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont relégués au deuxième, troisième, quatrième rang de l'événement, voire au fond de la salle. Et la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est peut-être, est-ce que la conférence va vraiment permettre d'écouter les citoyens? Est-ce qu'elle va vraiment permettre de prendre en compte leur opinion? Sur cette base, je propose qu'on commence par voir comment la conférence a été structurée, en l'occurrence en forme de pyramide. La base de la pyramide, c'est une plateforme multimédia et un ensemble d'événements qui sont organisés dans l'ensemble de l'Union européenne, en présentiel ou en distanciel, et qui permettent effectivement aux citoyens de s'exprimer, qui permettent de formuler des propositions et de dégager des grandes tendances quant à ce qu'ils voudraient voir advenir en Europe, et qui effectivement fournissent une très bonne base de travail pour réformer l'Union. Ça, c'est un bon point. Le problème, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance que la pyramide se restreint. D'abord en instaurant une logique de panel, c'est-à-dire sur tous les citoyens de l'Union, les 44 millions de citoyens, on va créer 4 panels de 200 citoyens, donc 800 citoyens qui vont être amenés à travailler sur des sujets thématiques. Donc la démocratie, tout d'un coup, beaucoup moins participative et beaucoup plus représentative. On part encore du principe qu'il faut des citoyens pour représenter des citoyens, pour aller porter leur parole auprès des institutions. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on observe que la façon dont les panels ont été découpés, la façon dont les thèmes ont été répartis entre les panels est potentiellement problématique parce que elle a été choisie de façon arbitraire. Et ce que je note par exemple dans la note, c'est que le changement climatique va ainsi être discuté au regard de la situation sanitaire, mais pas du renforcement de l'économie par exemple. La migration va se concevoir au miroir de l'action internationale, mais pas au prisme des droits fondamentaux. Ou encore, l'emploi et la justice sociale vont relever de l'éducation, alors qu'il y a une question de démocratie qui pourrait aussi se poser à ce moment-là. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, ensuite, c'est qu'après les panels, arrive l'assemblée plénière. Une assemblée plénière qui compte uniquement 108 citoyens issus des panels contre 325 professionnels de la politique qui sont issus de diverses institutions, donc le Conseil, le Parlement, les parlements nationaux, les comités consultatifs, etc. Et à la fin, ce dont on se rend compte, c'est que le résultat des propositions qui ont été discutées et approuvées par cette assemblée plénière, le résultat des délibérations doit être arbitré par les seules institutions, c'est-à-dire à un niveau où les citoyens ne sont plus présents. Donc, c'est un exercice de démocratie participative, effectivement, dans la mesure où chacun, à un moment du processus, est libre de participer, est libre de s'exprimer et surtout peut le faire dans la durée, pas seulement à un moment unique, comme par exemple fonctionnerait une élection, on va voter et après on a tendance à penser que c'est fini. Il n'empêche qu'il ne faut pas se méprendre, la conférence sur l'avenir de l'Europe ne donne pas le pouvoir aux citoyens, elle donne la parole aux citoyens, ce qui
ce qui est une chose un peu particulière, un peu différente, et je pense qu'on doit penser la façon dont elle s'est déroulée et les résultats qu'elle a produits à l'aune de ce postulat. Alors la question qui se pose dès lors, c'est pourquoi on a développé ce format et comment on a développé ce format. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus d'élaboration de la conférence, il a été long et complexe. On pourrait remonter très très loin, puisque la démocratie participative en Europe a une longue histoire. En ce qui nous concerne, je préfère remonter juste à 2017, au moment où le président Macron, via ses différents discours sur l'Europe, alors qu'il a été fraîchement élu, donne une impulsion décisive pour organiser ce type d'événement. Et d'autre part, à un moment où l'électrochoc du Brexit invite les institutions, invite les États membres à véritablement repenser l'Europe, la construction européenne et la direction dans laquelle ils voudraient qu'elle s'oriente. J'ai dit donc cheminement long, cheminement complexe, en raison de divergences. Et là, on va plonger un petit peu sur la manière dont la conférence a fonctionné, ou en tout cas la manière dont elle était censée fonctionner, de divergences profondes quant à la nature de l'exercice. La première divergence, donc, c'est sur les modalités de fonctionnement. Qui pour présider la conférence, par exemple? Est-ce que ça serait une personnalité consensuelle? Est-ce que ça serait le président ou la présidente de l'une des grandes institutions? Au final, il a été décidé que la présidente serait tripartite. Ce n'est pas un choix qui est anodin, évidemment. Également, une question qu'on peut se poser, c'est quelle place pour les représentants des institutions? Le choix qui a été fait, finalement, comme je vous l'ai dit, c'est de rassembler dans une assemblée plénière des représentants de chaque institution, des États membres, des parlements nationaux, etc., etc. Mais ça ne va pas forcément de soi. On aurait pu imaginer un format qui était différent. Une deuxième divergence, c'est sur l'éventualité d'une réforme institutionnelle. La Commission s'était dite ouverte sur le sujet, quoique timidement. Le Parlement européen avait été, lui, beaucoup plus incisif, et le Conseil, qui représente les États membres, avait freiné des cas de fer. Chez les pro-réformes, donc le Parlement en première ligne et la Commission en seconde ligne, la conférence pourrait fournir une impulsion décisive pour faire progresser l'Europe, pour renforcer l'intégration. En revanche, chez les opposants, tout ça va trop vite. Et l'argument qui revient le plus souvent, c'est qu'il conviendrait dans un premier temps d'exploiter toutes les potentialités des traités avant d'imaginer les réformer. Et puis enfin, une troisième divergence, c'est tout simplement sur les suites à donner. Une fois qu'on a entendu les citoyens, qu'on a recueilli leurs paroles, qu'on a approuvé, qu'on a validé, qu'est-ce qu'on fait? Au Conseil, on préconise d'examiner les recommandations au cas par cas et voir lesquelles pourraient éventuellement donner lieu à une politique particulière. À la Commission, on parlait tout simplement, de façon très vague, de tenir compte, sans qu'on sache vraiment ce que ça implique, ce qui permet encore une fois de laisser une large marge de manœuvre aux institutions pour aussi vite et aussi fidèlement que possible. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ces divergences apparaissent comme en fait la traduction d'une lutte qui existe depuis presque envie de dire la naissance de l'Union européenne entre les différentes institutions et les différentes logiques qu'elles représentent. Pour rappel, le Parlement représente en théorie l'intérêt général des citoyens, le Conseil représente l'intérêt des États membres, et la Commission est chargée d'arbitrer entre ces deux tendances et de représenter ce qu'on pourrait appeler un intérêt supranational européen. Et évidemment, ces institutions donc, représentent leurs intérêts et aussi ont leur intérêt propre. Et l'idée, c'est de penser, quand les institutions conçoivent la conférence sur l'avenir de l'Europe, l'idée, c'est pour elles de penser en priorité à conserver, voire à étendre leurs propres prérogatives. Et c'est notamment pour ça que les divergences sur la réforme institutionnelle avaient aussi présente. C'est par exemple clé pour créer des listes transnationales, de gagner un droit d'initiative législative, de systématiser le principe du candidat chef de file, qui fait, selon lequel la présidence de la Commission est occupée par une personnalité issue du camp qui a remporté les élections européennes. C'est également crucial, par exemple, pour le Conseil, où le poids individuel des États membres se trouverait considérablement fragilisé, par exemple, par la suppression de la règle de l'unanimité sur certains sujets. On pense au regard des événements récents
fiscalité et tout un tas d'autres sujets sur lesquels la règle de l'unanimité est toujours en vigueur au Conseil, même si dans la plupart des cas, c'est quand même la codécision qui domine. Il faut aussi noter, et je fais une petite accroche dans la note, mais je ne détaillerai pas plus que ça, sur le fait que les grandes tendances que je viens de dessiner entre les institutions, les grandes divergences qui existent entre les institutions, existent aussi à l'intérieur de ces mêmes institutions, ou différents points de la méthode communautaire d'un côté, qui veulent plus d'intégration, plus d'Europe, et les partisans de l'intergouvernementalisme de l'autre côté, qui pensent que l'Europe, l'Union européenne est d'abord une organisation internationale, et que donc c'est les États membres qui doivent avoir la main sur son développement. Alors, dans ces conditions, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'objectif de la conférence, c'est pas moins de donner le pouvoir aux citoyens que d'utiliser leurs paroles pour légitimer les institutions d'une part et pour faire avancer leur propre agenda d'autre part, en termes, est-ce que dans cette affaire de conférence, l'important c'est d'avoir le citoyen comme un objectif ou est-ce que c'est de l'utiliser comme un instrument? Et dans ces conditions, la question qui en découle, c'est comment utiliser la conférence pour véritablement redonner le pouvoir aux citoyens. La première chose, selon moi, c'est de donner suite aussi fidèlement que possible aux propositions qui ont été émises par les citoyens, ce qui n'est pas forcément évident, puisque les recommandations ne sont pas toujours très claires, ou en tout cas, elles méritent de faire l'objet d'un débat. Mais c'est très important qu'au moins les citoyens puissent percevoir que leur avis est entendu, qu'il est pris en compte et que les institutions, l'Union européenne suit la direction qu'ils ont bien voulu indiquer. Le risque étant sinon de susciter de la défiance, d'éloigner les citoyens des institutions quand l'objectif initial, c'était plutôt de les en rapprocher. Une deuxième chose, c'est de reconnaître tout simplement que la conférence sur l'avenir de l'Europe, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la démocratie en Europe et qu'il faut travailler en dehors de ce cadre particulier, de ce cadre exceptionnel même, vu que l'exercice est inédit, à démocratiser les institutions européennes et leurs politiques. Ça passe évidemment par un dialogue soutenu avec les organisations de la société civile, les associations, les entreprises, et ça, ce sont des choses qui se font déjà. Alors peut-être qu'on pourrait les faire mieux, sans doute, on pourrait les faire mieux, mais ce sont des choses qui se font déjà. Et aussi, à mon sens, aussi, surtout beaucoup, ce qu'il faudrait faire, c'est que les institutions travaillent à respecter un certain nombre de règles, un certain nombre de principes qui sont parfois bafoués au plus haut niveau et qui affectent très sensiblement la façon dont les citoyens perçoivent l'Union. Denis a parlé tout à l'heure de la note que j'ai écrite sur le médiateur européen. Si vous en voulez en savoir plus sur le concept de bonne administration, je vous invite à vous y référer. Le concept de bonne administration, il regroupe, en fait, il agglomère plusieurs principes, tels que par exemple la transparence, la lutte contre les conflits d'intérêts, etc., etc. Si on parle de transparence, on peut penser à certains problèmes qui se sont posés récemment pour la démocratie européenne. Le fait, par exemple, que la présidente de la Commission européenne ait échangé directement avec le patron de Pfizer par SMS et qu'elle ait refusé de fournir ces SMS à la médiatrice européenne quand le principe d'accès aux documents aurait exigé qu'elle le fasse. La question du pantouflage, par exemple, est aussi une question qui se pose beaucoup et qui est un reproche que les citoyens font très souvent à l'Union européenne. Et là, on peut par exemple penser à l'ancien président de la Commission européenne qui a rejoint la banque Goldman Sachs à l'issue de son mandat, une décision qui avait été largement commentée, critiquée à l'époque, et dont les institutions devraient peut-être faire en sorte qu'elles ne se produisent plus jamais. Et pour sortir un dernier exemple sur, par exemple, la mauvaise utilisation des données publiques, peut-être que vous avez entendu parler de l'enquête de Jean Quatremer sur des soupçons, enfin sur des faits gravissimes qui se sont produits au niveau de la Cour des comptes européenne et qui ont quasiment valu cette année à la Cour des comptes européenne de ne pas avoir sa décharge accordée par le Parlement. Alors, vous me direz, le respect de meilleurs standards administratifs, ça ne donnera pas davantage de pouvoir aux citoyens, c'est vrai, mais ça permettra au moins de renforcer la confiance en l'Union, renforcer la confiance entre les institutions. Et il me semble que plutôt qu'être ou en tout cas avant d'être un exercice de démocratie participative, c'était précisément ça le but de la conférence, de redonner confiance aux citoyens en l'Union et de combler le fossé peut-être qui les sépare des institutions. Du reste, comme Denis l'a dit, les conclusions de la conférence viennent à peine
paraître. Non, il va falloir prendre le temps de les analyser ou pas se concrétiser, puisque aujourd'hui le président Macron s'exprime au Parlement européen. Je pense qu'on peut dire que c'est pas tant la fin, il vient pas tant marquer la fin de la conférence en fait que le début de sa deuxième vie institutionnelle. Également, juste pour conclure, un mot, la note est assez critique, un peu salée peut-être à certains égards. Je veux quand même souligner que c'est un très très bel exercice pour impliquer les citoyens, le faire de façon transpartisane, le faire à l'échelle européenne, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Premier retour qu'on peut en avoir sont globalement très très positifs et personnellement je suis très content que ça se soit passé. Voilà. Merci Rémi pour cette présentation critique. Désolé pour les participants, la connexion de Rémi n'était pas parfaite, donc il y a eu des petites micro-coupures. Mais je pense que globalement, tout le monde a pu entendre cette analyse de la conférence sur l'avenir de l'Europe, de voir les problèmes que cette conférence pose et surtout de voir de quelle manière on va utiliser les conclusions et les propositions citoyennes et aussi de voir que les citoyens étaient en partie avec des représentants politiques nationaux ou européens et de voir qu'est-ce qu'on va faire des propositions qui ont été faites. Plus largement, il y a quand même un enjeu que c'est la première fois qu'il y a cet exercice de participation citoyenne à ce niveau-là. Il y a les initiatives citoyennes européennes, les ICE, sur lesquelles pour la solidarité s'est penché dans 2 notes avec des éléments positifs et négatifs, des critiques, mais aussi soulignant quand même l'existence de cette possibilité. Mais ici, à ce niveau-là, au nom de Pour la solidarité, vraiment, on voudrait souligner cet élément nouveau d'implication des citoyennes et citoyens dans un enjeu de construction du futur de chacune et chacun. Marie Vernier, tu diriges un think tank français, le Labo de l'ESS. Labo de l'ESS veut dire aussi association, mouvement citoyen de terrain. Comment est-ce que ces mouvements citoyens, de manière générale, peuvent s'impliquer dans la construction de la démocratie, et en particulier pour l'Europe, mais d'abord et avant tout, comment est-ce que les associations sont facteurs de démocratie participative. Marie, tu as la parole. Merci Denis et merci à Rémi pour cette présentation. Oui, si je fais une petite parenthèse sur la création du labo, le labo lui-même est un think tank qui est né d'initiatives citoyennes, puisqu'il avait été créé à l'origine, co-créé par Claude Alfandéry pour porter ce qui s'est appelé les États généraux de l'économie sociale et solidaire en 2011, dont on vient de fêter les 10 ans, qui avait pour objectif, dans les territoires français, de pouvoir rassembler des initiatives citoyennes locales sur différents sujets du quotidien, l'énergie, l'alimentation, la démocratie participative aussi. Et puis, l'ensemble de ces initiatives ont porté, pour filer la métaphore révolutionnaire, des cahiers d'espérance qui ont donné lieu symboliquement à la prise de la bourse au Palais Brongniart à Paris pour une grande conférence avec plusieurs milliers de participants qui ont ensuite permis au think tank de se développer et de développer ses idées et puis, on l'espère, contribuer à la reconnaissance de l'ESS en France. Voilà, c'était simplement une parenthèse pour vous dire que, et en rebondissant sur ce que vient de dire Rémi aussi, Rémi pointait la différence entre redonner la parole ou redonner du pouvoir. Je crois que la force de l'économie sociale et solidaire, c'est que justement, elle redonne les deux. L'ensemble des organisations de nos pays qui ont trait à cet autre mode d'entreprendre, par définition, sont des réponses locales à des problématiques locales. Et c'est de là que naît l'innovation sociale. C'est une réponse citoyenne à des besoins non couverts, en général à une échelle locale, même s'il y a des développements possibles dans le cadre de filières, par exemple.
C'est aussi comme ça que l'ESS aujourd'hui est revitalisé dans nos pays. Je pense notamment aux initiatives qui ont trait à la transition écologique. Elles sont aujourd'hui, en tout cas en France, c'est l'exemple que je connais le mieux, majoritairement portées par des citoyens et des citoyennes. Et elles revitalisent aujourd'hui l'économie sociale et solidaire de la même manière que l'économie sociale a été revitalisée par l'économie solidaire dans les années 70. Alors, des exemples de démocratie participative en France, on en a beaucoup. On en a au niveau local avec plus d'une centaine de communes aujourd'hui qui ont des budgets participatifs, alors avec des modèles soit pyramidaux, comme l'a décrit Rémi, soit plus horizontaux, avec des projets citoyens qui sont eux-mêmes appelés à votation. Ce qu'on constate en général, c'est que quand même ces budgets participatifs locaux permettent une meilleure acceptabilité des décisions locales qui sont prises par les participants. Et puis, le parallèle entre la Conférence pour l'avenir de l'Europe et ce qui s'est passé en France dans la Convention citoyenne pour le climat est quand même assez évident, ne serait-ce que parce qu'ils ont été approchés aussi dans les discours du président de la République comme étant des initiatives identiques sur leur format. Je le rappelle, la Convention citoyenne pour le climat en France a été lancée en octobre 2019 par un tirage au sort de 150 participants, donc organisé par le Conseil, le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Et ce qui est particulièrement intéressant pour les acteurs de l'ESS comme nous, c'est que cette convention, elle a travaillé sur des usages. Donc, elle a travaillé à nouveau sur des usages, se loger, se nourrir, bien travailler, etc., pour répondre aux besoins individuels et collectifs. Et je crois qu'en tant qu'acteur de l'ESS, on ne peut pas regarder ce type de démarche ni de haut ni de loin. En tout cas, on n'a vraiment pas intérêt à le faire. Pourquoi ? Parce que si je continue sur cet exemple de la Convention citoyenne, elle a quand même donné lieu à des suites, alors avec l'ensemble des limites et l'ensemble des critiques constructives qui peuvent être faites. Je ne les minore absolument pas, mais elle a quand même contribué à fournir 149 propositions, dont une bonne partie sont reprises dans des projets de loi, y compris dans des projets de loi de finances. Et si on considère que l'économie sociale et solidaire a apporté un autre mode d'entreprendre économiquement, voire a apporté une autre voie politique sur l'entrepreneuriat et sur la manière de répondre aux besoins sociaux, on ne peut pas négliger qu'à un moment donné, ces initiatives de démocratie participative à l'échelle locale ou à l'échelle nationale portent ensuite un certain nombre d'éléments fondamentaux législativement parlant. Et à nouveau, je ne m'étends pas ici sur les limites de l'exercice, qui sont à peu près les mêmes que celles de la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais je voudrais aussi voir le côté plein du panier. Pour faire le lien toujours entre cet exercice de la conférence et l'économie sociale et solidaire, j'ai quand même jeté un œil dans les propositions, même si elles sortent officiellement qu'aujourd'hui, sur ce qu'il y a d'économie sociale et solidaire dedans, et à vrai dire, assez peu de choses, malheureusement. En tout cas, un certain nombre d'initiatives sont intéressantes et sont à prendre pour l'économie sociale et solidaire, mais une fois de plus, le concept n'est pas forcément déployé en tant que tel, et on peut le regretter. Sinon, le projet de statut d'ONG européenne, dont on sait déjà qu'il va être très difficile à atteindre, ne serait-ce qu'avec les exemples précédents que nous avons eus sur les coopératives, par exemple, ou sur les statuts européens de fondation. Vous me demandez mon avis aussi sur l'exercice. J'ai commencé un peu à vous le donner. Je pense qu'il est positif dans son ensemble, sans être naïf sur les formats. C'est quand même un exercice qui est un peu récent. Parler de démocratie participative, a fortiori en Europe, c'est remonté pas si loin que ça. Alors, en l'occurrence, c'est le premier exercice, mais dans les pays européens, je ne crois pas trop dire de bêtises en rappelant les référendums irlandais de 2015 et 2018, et on remonte quand même assez difficilement au-delà. J'y vois vraiment des points positifs en rappelant ce que Rémi a souligné. Je crois que c'est une démarche qui est complètement complémentaire de ce que peuvent faire les administrations nationales et européennes, complémentaire de ce que peuvent et doivent faire les politiques, et que cet exercice il doit être entendu comme un corollaire de la démocratie représentative. Il ne doit pas... l'enjeu, c'est quand même bien d'articuler les deux. Donc, on apprend en marchant, très clairement, sur ce genre de projet.
Mais l'un ne doit pas se soustraire à l'autre et l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Ce serait faute de considérer que parce qu'on a participé ou émis une proposition dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe, on doit s'abstenir d'aller dans les urnes. Enfin, ça me paraît une évidence, mais ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Il y a aussi un certain nombre de limites qui ont été pointées dans le dossier dont il est question ici. Il est clair que l'ensemble des trois organes ont quelques réticences et on est tous assez attentifs à quelles vont être les suites de ces propositions. Le Parlement a quand même clairement favorisé une recommandation pour déclencher des référendums européens de sa part. Voilà. Donc, il y a des enjeux organisationnels de manière générale. Je crois que c'est aussi des leçons à tirer pour l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi des enjeux organisationnels dans l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi des enjeux de représentation. Donc, on peut en tirer aussi des conclusions pour nous-mêmes. Voilà, en conclusion, juste pour vous dire quelques mots de plus, je crois qu'il faut vraiment être attentif à ce genre d'exercice aussi, et on ne l'a pas forcément évoqué encore aujourd'hui, parce que la jeunesse est quand même enthousiaste sur ces modalités de faire. Je le disais en démarrant mon propos sur la transition écologique, c'est clairement un certain nombre d'entrepreneurs ou un certain nombre de citoyens ou d'associations qui traitent de la question de la transition écologique ne veulent pas le faire dans un mode d'entreprendre qui ne leur correspondrait pas. Et c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que je disais qu'ils et elles revitalisent l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'on peut avoir la même espérance pour l'Europe. Je crois en tout cas qu'il faut avoir la même attention. Et comme les citoyens veulent une Europe plus forte, que la jeunesse est enthousiaste sur ces modes de vitalité démocratique, je crois vraiment qu'il faut avoir une attention pour qu'elles deviennent aussi efficaces à l'échelle européenne qu'elles ne l'est déjà au niveau local dans nos différents pays. Merci Marie pour tes propos et les liens entre cet enjeu de participation citoyenne et l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est intéressant de souligner cet enjeu de volonté pour le futur, d'impliquer plus la participation de chacune et chacun et de ne pas avoir ce qu'on appelle en bon français là, trop de décisions top-down, mais plutôt des initiatives bottom-up qui partent des territoires, qui partent des citoyennes et citoyens, qui partent des associations pour proposer et pour arriver à des décisions. C'est l'enjeu pour l'économie sociale, c'est l'enjeu pour la construction de l'Europe. Alors, je voudrais revenir sur un point en disant à nos participants que nous les invitons à utiliser le chat, les questions-réponses, s'ils ont des questions, des remarques ou des témoignages. Parce qu'à ce propos, nous avons tous les trois, Rémi, Marie et moi-même, insisté sur le fait qu'il y a un élément très positif de nouveauté de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais d'un autre côté, à contrario de ce que nous avons dit tous les trois, ce qu'on peut dire, c'est que depuis longtemps, il y a des initiatives territoriales, des initiatives citoyennes de démocratie participative qui ont été étudiées pour la solidarité il y a une quinzaine d'années déjà, et qui rassemble des citoyennes et des citoyens sur des territoires limités au niveau d'une ville ou d'une province au plus. On voyait dans les années, début des années 2000, des initiatives sur les territoires espagnols, roumains, belges, peu français, qui n'étaient pas en avance à ce niveau-là, mais qui rattrape maintenant, notamment avec cette très intéressante conférence sur le climat, conférence citoyenne sur le climat, dont Marie Vernier a parlé. Donc, je lance un appel à aux participants qui nous écoutent pour le moment, mais ils ont la parole, qu'ils participent également dans cet exercice de démocratie participative à notre niveau. Voilà, une question d'Aimé Barabas
qui pourrait aussi témoigner de ce que fait la European House à Budapest et que je connais. Donc, la European House est donc une association citoyenne de Hongrie et qui fait un travail au niveau européen et au niveau des territoires hongrois. Vraiment, je salue avec plaisir le bon travail fait par la European House. Et donc, la directrice de la European House pose la question: comment s'assurer que les propositions seront prises au sérieux et non oubliées? Voyez-vous des méthodes? Voyez-vous des méthodes? Et donc, je crois qu'on peut y répondre de diverses manières. Est-ce que, Rémi, tu souhaites dire un mot? Oui, absolument. Comment s'assurer que les propositions seront prises au sérieux et non oubliées? Déjà, la première chose, c'est par l'ensemble des institutions, ça, c'est pas un problème. En revanche, savoir si elles vont ne pas être oubliées, par extension, savoir si elles vont être reprises, en fait. Je pense que c'est un peu ce qu'on entend par là. Ça va dépendre de leur bonne volonté, vu que la conférence a été conçue de telle sorte que ça dépend de leur bonne volonté. Comme je le montre un petit peu dans la note sur la base des positions qu'elles ont prises dans le passé, je ne mets pas trop d'inquiétude pour le Parlement européen, à plus forte raison sur un certain nombre de volets. J'ai regardé au moins sur les volets institutionnels, les propositions qui ont été formulées par les citoyens pour réformer l'Union européenne vont globalement dans le sens de ce qui est défendu par le Parlement européen de longue date. Je n'ai pas d'inquiétude particulière à ce niveau-là. En revanche, au niveau des États membres, j'imagine que ce sera beaucoup plus difficile de les convaincre. Par exemple, j'avais noté créer un référendum européen, créer des listes transnationales, créer un droit d'initiative législative pour le Parlement européen. Je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles les États membres ont véritablement envie de lâcher du lest, et je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles les États membres seront capables en tout cas auront envie de leur donner corps. Et du coup, comment peut-être une méthode pour s'assurer que ces propositions ne soient pas oubliées, c'est de maintenir une pression citoyenne, entre guillemets, sur les institutions, de telle sorte à ce que ça ne passe pas à la trappe, quoi. Merci Rémi. Avant de donner la parole à Marie, je voulais dire un mot et je vois que France Joubert à Poitiers nous écrit: c'est surtout au début des années 2000 avec les pactes territoriaux et les projets Equal que le développement de la participation de la société civile a bien fonctionné pour retrouver cette dynamique. C'est un petit peu dans le même sens que je voulais intervenir en disant: Rémi a souligné toute la responsabilité des institutions européennes, des trois organes décisionnaires européens. Mais avant de renvoyer la responsabilité sur ces institutions, je dirais, et nous, c'est quoi notre responsabilité? Et donc, cette responsabilité, elle me semble extrêmement importante de la part des associations. Est-ce que nous ne devons pas être un petit peu le poil à gratter des institutions européennes et avoir, nous, une responsabilité? Si on ne donne pas un suivi aux initiatives citoyennes, c'est parce que nous ne donnons pas le suivi. Et nous nous inscrivons clairement dans cette dynamique avec des partenaires de différents pays. Marie, comment vois-tu justement ta responsabilité de délégué général, de boss du labo de l'ESS, de think tank de terrain en France? C'est quoi ta responsabilité? Comment peux-tu la mettre en œuvre? Je suis d'accord sur le constat, hein, sur le commentaire qui tient à dire effectivement, mais non, c'est pas comme si la convention, enfin la conférence avait remis l'ensemble de ses propositions au triumvirat et que maintenant il fallait qu'on en attende la reprise quasi exhaustive de l'ensemble de ces propositions. Alors, nonobstant le fait qu'au démarrage, peut-être que les choses ont été
peu claire sur effectivement les attendus qu'on pouvait en avoir. Je crois que la balle, elle est aussi effectivement toujours dans notre camp. Elle est toujours dans notre camp individuellement en tant que citoyen et citoyenne de l'UE. Elle est aussi toujours dans notre camp, effectivement, en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire dans nos pays. Et elle nous oblige, en fait. Elle nous oblige à travailler ensemble. C'est pour ça que, Denis, tu es bien au courant, on propose aussi dans le cadre du plan d'action pour l'économie sociale et solidaire qui vient d'être diffusé en décembre 2021, on propose aussi un certain nombre d'actions communes entre différents organes de l'Union. En l'occurrence, cette alliance de think tank avec également le RTES et REV. Et je crois que c'est important aussi de considérer que le travail démarre maintenant et non pas qu'il faudrait attendre des conclusions. Une reprise qui sera nécessairement insatisfaisante, puisqu'on ne peut pas considérer dès aujourd'hui que 100% des propositions seront reprises, ça paraît improbable. Donc, il faut vraiment pouvoir jouer notre rôle, et ça suppose à la fois de jouer collectif en Europe, ça suppose aussi de ne pas minimiser l'enjeu européen dans nos différents travaux nationaux, et de faire des liens et d'être cette courroie de transmission entre les différentes initiatives citoyennes que nous représentons de modeste manière et ces différents mouvements européens qui, je le redis, nous obligent. Tout à fait. Je voudrais encore lancer un appel à nos participants. N'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Je voudrais aussi, quel rôle jouent les communautés rurales, nous pose Christiana, dans la communication sur les commentaires de la société civile à l'Union européenne. Les collectivités rurales ont-elles eu une place dans la discussion? La réponse est positive en tant que telle, par des représentants des parlementaires ou des associations ou des citoyennes et citoyens qui n'étaient pas que tirés au sort dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Et aussi, c'est ce point-là sur lequel j'insiste toujours main dans la main avec Marie, c'est sur le fait de notre responsabilité aux uns aux autres, mais donc aux collectivités rurales également, d'aiguillonner les trois institutions qui vont maintenant faire le suivi et prendre les décisions finales par rapport aux propositions de la conférence, et à nous de dire s'il y en a une qui n'est pas respectée, de dire haut et fort, avec des communautés rurales, avec des associations de terrain, avec des organisations internationales à voix consultative, de dire que nous souhaitons insister sur tel ou tel élément. Et je voudrais rappeler ce que Marie a utilisé un acronyme que tout le monde ne connaît pas. Nous travaillons avec le réseau REV, qui est le réseau européen des villes et régions d'économie solidaire. Et ce réseau, créé à la fin des années 90, est un réseau intéressant de communautés territoriales. Alors, une question il y a deux éléments. Voyez-vous la possibilité, demande Pénéché Barabas, d'une modification du traité, comme ce fut le cas avec la Convention, le traité de Lisbonne? La réponse est oui, clairement, c'est un des enjeux majeurs du débat actuel entre les institutions. Rémi Le Turc a bien insisté sur le fait que le Parlement appelle à des modifications du traité, notamment sur une participation plus grande du Parlement, par exemple sur le fait que les décisions du Conseil ne devraient plus être prises à l'unanimité, mais à la majorité. Et ça, c'est des éléments tout à fait fondamentaux qui impliquent une modification des traités. Et c'est le gros enjeu politique par rapport au mois qui viennent. Marie souhaite intervenir.
Non, je voulais juste ajouter sur cette question des traités qu'effectivement, le labo a eu l'occasion de fournir une proposition dans ce sens dans le cadre de la conférence. Et je crois qu'on a eu un premier élément positif la semaine dernière à Strasbourg dans le cadre de la manifestation L'économie sociale pour l'avenir de l'Europe, avec une intervention justement de la commission, je crois bien, qui évoquait cette possibilité d'ouvrir les débats sur les traités, donc, et qui en tout cas annonce une convention, une nouvelle convention sur le sujet. Avec, malgré tout, je tempère malheureusement cet optimisme potentiel que je partage en partie, mais le Conseil, il ne faut pas oublier ce que Rémi disait tout à l'heure, le Conseil est dans une vision plutôt intergouvernementale aujourd'hui, et donc cette vision-là, il freine des quatre pieds, si je puis dire, par rapport à cette volonté émise par la Convention citoyenne et émise par le Parlement. Et la Commission est entre les deux pour le moment, mais serait plutôt pour une réforme des traités. Donc, on va suivre ça de près. Une autre remarque de France Joubert sur les financements européens devait entraîner des changements structurels, donc à fonctionner par le consensus et le dialogue au niveau régional, qui ont trop servi à soutenir des politiques nationales. On ne peut que te donner raison, France. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interventions? Il a fallu 30 ans pour développer des groupements d'employeurs. France Joubert, représentant de la Confédération des groupements d'employeurs au niveau national français et européen. Et donc, il a fallu 30 ans pour développer des groupements d'employeurs et arriver aujourd'hui à construire avec les acteurs de terrain et les partenaires sociaux un accord territorial pour les salariés en temps partagé. Effectivement, tu as raison, merci de le rappeler, France. Je voudrais rappeler un élément européen qui, pour les Français et les Belges qui nous écoutent, est un élément un peu spécifique, spécial. C'est qu'en langue européenne, ce qu'on appelle les associations en France ou en Belgique s'appellent des OSC, des organisations de la société civile. Civil Society Organizations en anglais. Et donc, ça veut bien dire que c'est la société civile qui compte, les citoyennes et citoyens, et c'est une expression que j'aime beaucoup, moi, les organisations de la société civile, parce que c'est bien cette société civile qui est représentée par, en se regroupant, en s'associant dans des structures ad hoc, et donc en soutenant une participation citoyenne, une démocratie participative sur des sujets précis. Avec un enjeu aussi dont on n'a pas encore parlé, je vais peut-être me tourner vers Rémi et ou Marie, l'enjeu de l'éducation populaire, ce qu'on appelle en Belgique l'éducation permanente. Mais est-ce que cette participation citoyenne n'est pas un outil pour l'éducation populaire, pour l'éducation permanente? Je vous pose la question, est-ce que Rémi ou Marie, vous souhaitez intervenir? Si, très clairement. Enfin, je peux juste prendre la main une minute pour compléter. C'est effectivement un enjeu qu'on a identifié. Il y a un besoin aussi de revitalisation des acteurs de l'éducation populaire. On est parti des mouvements républicains, on est parti des mouvements citoyens, des mouvements socialistes sur ces questions-là, avec de grandes fédérations, de grands acteurs en France. Je pense à Léo Lagrange, mais il n'y a pas que, les Francas, etc. Il y a aujourd'hui un besoin d'articuler à la fois les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les acteurs convivialistes aussi, je dirais, pour cette nouvelle éducation populaire. Et ça tombe bien que tu en parles, Denis, c'est un de nos prochains sujets de travail au labo. Eh bien, nous suivrons ça de près et nous y participerons si nous y sommes invités. Nous sommes une des structures de la Belgique francophone reconnue comme actrice de l'éducation permanente, on appelle en Belgique éducation permanente, mais c'est quasi la même chose que l'éducation populaire française. Et je pense que c'est un gros enjeu de revitaliser cette éducation permanente, cette éducation populaire, au travers notamment
de la prise en compte de la participation citoyenne, de la démocratie participative au niveau des structures. Voilà, nous avons Joad Sabat qui nous dit bonjour. Et donc, France Joubert nous parle de 65 organisations qui sont regroupées pour le pacte du pouvoir de vivre. Marie, tu peux nous parler de ce pacte du pouvoir de vivre? Oui, bien sûr, c'est une alliance qui est née il y a plusieurs années maintenant en France à l'initiative d'un syndicat, à l'initiative de la CFDT, donc France Joubert est bien placé pour en parler, et qui regroupe effectivement aujourd'hui 65 organisations proposant un pacte à la fois écologique et social pour le pays, avec un certain nombre de propositions et de mesures, et qui a été relancé dans le cadre des élections présidentielles françaises cette année. Et qui aujourd'hui décline ses propositions, je pense, avec un intérêt tout particulier dans le cadre des élections législatives, qui sont du coup à une échelle, on va dire, plus proche du département, et qui du coup propose un certain nombre d'éléments. Là aussi, je regrette un peu. Alors, le labo en est membre et donc a fait un certain nombre de propositions, notamment sur les coopérations économiques locales et les pôles territoriaux de coopération économique. Là aussi, je regrette un petit peu qu'à nouveau, l'économie sociale et solidaire ne soit pas au cœur de ce genre d'initiative. On est assez peu de représentants de l'ESS au sein du pacte. Et voilà. Or, il y a quand même un enjeu à fédérer l'ensemble des acteurs intermédiaires que peuvent être syndicats, associations, clubs de citoyens, etc. Et vraiment, oui, je peux vous mettre plus d'informations si vous voulez dans la conversation sur le pacte et les propositions du pacte. Ok, merci, mais on arrive tout doucement quand même à la fin de l'exercice, mais il y a une question de Joad Sabat. Je viens de me connecter, je voudrais savoir si l'éducation populaire est la même dans les différents continents. Alors, clairement, le concept d'éducation populaire ou d'éducation permanente est un concept universel qui est de faire participer les citoyennes et les citoyens aux décisions, notamment par un enjeu de communication et de faire vivre, promouvoir l'éducation de chacune et chacun, en particulier les personnes les plus vulnérables. Et donc, ce concept de faire participer les personnes, notamment les plus vulnérables, aux décisions et de ne pas revenir au 19e siècle où c'était une démocratie réservée aux riches et aux plus éduqués. La fin du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, a quand même permis de dire que chacune et chacun, l'ensemble de la population, devait pouvoir participer, notamment grâce à une éducation populaire, à une éducation permanente qui leur donne les outils pour pouvoir construire leur futur, construire le futur de la société dans laquelle ils sont inscrits. Avez-vous réussi aujourd'hui à le faire, dit Joad. Sinon, quels sont les obstacles? Les obstacles, l'obstacle, c'est le fait de se dire qu'on a trop de choses qu'on a envie de faire, mais donner la parole à chacune et chacun. Il y a des dizaines, des centaines d'associations, d'organisations de la société civile sur le terrain qui travaillent à cela, et on ne peut qu'encourager un développement de cette participation citoyenne de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, et pas seulement ceux qui ont eu la chance de faire des études et qui ont des moyens financiers, mais aussi celles et ceux qui forment le tissu citoyen de nos pays. Voilà. Alors, je vais demander à Rémi et Marie de conclure en remerciant les participantes et les participants de nous avoir accompagnés pendant cette heure. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, sur le labo de l'ESS et pour la solidarité sur LinkedIn, et nos mails personnels doivent se trouver aussi sur Google certainement.
Marie, Rémi, un mot de conclusion? Rémi, d'abord? Ouais, juste, Non, on ne t'entend pas, Rémi. effectivement, en conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, On ne t'entend pas du tout, Rémi. c'est une deuxième vie qui s'offre. Euh, bon, Marie, tu prends le relais si on redonnera la parole à Rémi après. Oui, pas de problème. Bah, je voulais encore vous remercier d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Dire bravo pour cette note pour la solidarité. Je crois que c'est indispensable qu'un certain nombre d'acteurs comme votre Think et Do Tank voilà, se penchent sur ces questions-là et fassent œuvre eux-mêmes d'éducation populaire en vulgarisant ces sujets et en faisant preuve de pédagogie pour l'ensemble des citoyens et citoyennes que nous sommes. Donc, vraiment, je pense que je vous en remercie. La note est objective tout en étant réaliste voilà, sur les différents enjeux. Et comme je le disais, je pense qu'on est vraiment là dans un commencement et que donc, il faut qu'on suive chacune attentivement maintenant les suites de ce travail qui sont officialisés aujourd'hui. Merci, Marie, pour ce mot de conclusion. À mon tour, je dirais que je suis en même temps en train de vous envoyer voilà, l'adresse mail, puisque je l'ai promise, voilà qui est fait. Un mot de conclusion pour dire simplement que à nous de prendre nos responsabilités, à nous, actrices et acteurs, à nous, citoyennes et citoyens. Ne laissons pas la responsabilité à d'autres. Cette responsabilité est dans nos mains. C'est à nous de prendre en main, là, au travers de l'éducation populaire, mais au travers aussi de pression sur les décideurs, et puis à nous de décider là où nous sommes, la participation citoyenne, la démocratie participative et l'enjeu de la construction d'une Europe solidaire et durable pour demain. Merci à chacune et chacun. À bientôt et portez-vous bien d'ici là. Il y a une nouvelle rencontre pour la solidarité, mais en rayon physique sur les femmes et l'économie sociale et solidaire ce jeudi à Bruxelles. Vous pouvez y participer. À bientôt pour la construction d'une Europe sociale et durable, solidaire et durable. Et pour la solidarité, continuons à travailler ensemble. Au revoir. Merci, au revoir.